On va plonger ensemble dans l'histoire humaine de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et on va voir qu'au-delà d'un simple conflit pour un territoire, c'était avant tout une lutte pour la dignité. Voilà. Ces mots, ils disent tout. Ils capturent vraiment l'essence même de ce conflit. La motivation profonde, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas le pouvoir. C'était la reconquête du respect, la reconquête de soi pour tout un peuple. Mais attention, pour bien saisir ce qui se passe en 1954, il faut faire un petit retour en arrière. Cette guerre, elle n'est pas sortie de nulle part. Non, elle est vraiment l'aboutissement d'un très long siècle de lutte contre la domination coloniale. Alors regardons cette chronologie. On voit bien que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. En 1830, la colonisation commence. Puis, des décennies plus tard, des lois viennent créer des divisions profondes. Forcément, ça alimente les tensions, encore et encore, jusqu'à ce que le FLN, en 1954, décide que la seule issue possible, c'est l'insurrection armée. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Les sources insistent vraiment là-dessus. Il y a une continuité. Le soulèvement de 1954, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est un nouveau chapitre, beaucoup plus intense, d'un combat qui en fait ne s'était jamais vraiment arrêté. Ok, on a vu le pourquoi de la guerre. Mais maintenant, la question c'est comment ? Comment des gens ordinaires, des civils, ont pu devenir des moudjahidines, ces combattants de la Révolution ? Et dans les récits de l'époque, il y a des moments poignants. Prenez cette anecdote. Un père qui regarde son fils s'en aller pour rejoindre le maquis. Il n'y a pas un mot d'échangé, rien. Mais dans ce silence, tout est dit. C'est une image incroyablement forte qui nous fait comprendre l'engagement total que ça demandait, pas seulement aux combattants, mais aussi à leurs familles. Alors il faut s'enlever de la tête toute image romantique. La vie dans le maquis, c'était tout sauf ça. C'était une réalité austère, une discipline de fer, une existence de sacrifice où le fusil devenait plus précieux que sa propre vie et où on coupait les ponts avec sa propre famille pour protéger la cause. Et la stratégie du FLN, il faut le dire, elle était incroyablement audacieuse. La lutte ne s'est pas du tout limitée aux montagnes algériennes. Non, elle s'est jouée sur 2 grands théâtres d'opération, ce qui montre une vision stratégique vraiment très large. D'un côté, il y a la guérilla qu'on pourrait dire classique. Dans la campagne algérienne, le terrain était le meilleur allié des combattants. Ils connaissaient chaque rocher, chaque chemin. Ça leur permettait de frapper très vite, très fort et de disparaître aussitôt. C'était un véritable casse-tête pour les forces françaises. Et de l'autre, le coup de tonnerre, la décision de porter la guerre en France même. Il faut imaginer le choc à l'époque. Les gros titres des journaux témoignent de la panique. Des attaques en plein Paris, des raffineries qui brûlent à Marseille. D'un coup, la guerre n'était plus une affaire lointaine. Elle était là. Et ne nous y trompons pas, ce n'étaient pas des actions improvisées, loin de là. Elles étaient planifiées avec une précision quasi militaire. Chaque détail comptait, le véhicule, les faux papiers, la communication. Tout était pensé pour maximiser l'impact, et c'était mené par des fédéyennes, des commandos spécialisés dans ces actions en milieu urbain. Mais alors, qu'est-ce qui pouvait bien motiver ces combattants à ce point ? Au-delà de la stratégie pure, il y avait une idéologie très forte, une sorte de code moral qui nourrissait leur détermination. Dans leur esprit, ils étaient les soldats d'une cause juste. Cette citation, elle est très forte. Elle nous montre une conviction presque absolue. Ce n'était pas juste un combat pour un territoire, non. C'était un combat pour la justice, avec un grand J. C'est cette foi inébranlable qui leur a permis de supporter des conditions qu'on peine à imaginer. Et ce code moral, on le voit se manifester de manière assez frappante quand on compare le traitement des prisonniers. D'un côté, les récits décrivent un FLN qui cherche à respecter un code d'honneur. On donne des vêtements neufs, on traite les prisonniers dignement. De l'autre, des témoignages parlent de méthodes brutales, d'arrestations de masse et de morts suspectes classées comme des suicides. C'est un contraste vraiment saisissant. Et puis il y a ce chiffre, 16. C'est le nombre de prisonniers, dont des civils français, que le FLN a libérés. C'était un acte humanitaire, bien sûr, qui a d'ailleurs été salué par la Croix-Rouge internationale, mais c'était aussi un geste politique très fort pour asseoir leur légitimité sur la scène mondiale. Et voilà, cette quête de dignité, cette guerre de principes, elle a eu un coup humain absolument terrible. Et il y a une histoire particulièrement tragique qui illustre ce que fut le sacrifice ultime exigé par cette guerre. Imaginez la scène, un groupe entier, pas seulement des combattants, mais des familles, des enfants se retrouvent piégés au fond d'une grotte. C'est leur dernier refuge, une situation complètement désespérée face à une force militaire bien supérieure. Et là, la tactique employée est effroyable. L'air, ce qui permet de vivre, devient une arme. Du gaz toxique est pompé à l'entrée. L'abri se transforme lentement en un tombeau. Pendant 3 jours, 3 longs jours, ils résistent dans une atmosphère qui devient de plus en plus irrespirable. Et au bout, il ne reste qu'un choix. Un choix impossible, se rendre ou mourir asphyxié.
C'est alors que, dans un geste de pur désespoir, leur chef, Sichek, tente l'impensable. Il jaillit de la grotte dans une course folle vers une liberté improbable, un saut audacieux pour échapper à une mort certaine. La tentative est vaine, il est fauché par les balles. L'image est d'une tristesse infinie. Son corps, abandonné dans le champ, sous une pluie qui commence à tomber, comme pour laver son visage. C'est la fin tragique d'un combattant, et le symbole de tout ce que cette lutte a coûté. Et le sort de ceux qui se sont rendus. L'espoir est de courte durée, très courte durée. Les représailles sont immédiates, brutales. 5 d'entre eux sont exécutés là, sur place. Une fin terrible qui nous rappelle la cruauté de ce conflit. Ce qui nous amène, au final, à cette question, une question fondamentale. Une fois que la liberté est enfin gagnée, après tant de sang versé, comment est-ce qu'une nation se souvient? Comment fait-on pour honorer un prix aussi élevé? C'est une réflexion qui, bien sûr, dépasse le cadre de cette seule guerre et qui nous interpelle tous.